Donc je vous présente le plan du cours qui comprend 3 grandes parties. Où je vais vous présenter le métabolisme de la bilirubine, donc le métabolisme normal, les méthodes de dosage, on verra sur quel type de liquide on peut doser et les valeurs normales pathologiques, et puis quelles sont les origines des variations pathologiques avec la classification des ictères. Alors, la bilirubine, qu'est-ce que c'est? La bilirubine, c'est le produit final de dégradation de l'hème. Donc, vous savez que l'hème, c'est un groupement qu'on trouve dans les globules rouges et qui permet le transport de l'oxygène. Je vais revenir sur sa structure un petit peu plus loin. Donc en fait, cette bilirubine, donc je vous dis, provient de l'hème et qu'on trouve principalement donc, dans les globules rouges qui sont détruits au bout de 120 jours, puisque la durée moyenne d'un globule rouge, c'est à peu près 3 mois. Alors il y a d'autres hémoprotéines qui contiennent donc de l'hème, dans le foie notamment, vous savez, et dans le muscle avec la myoglobine, et dans le foie, vous trouvez de nombreuses enzymes qu'on appelle les cytochromes. Alors les cytochromes P450, dont vous avez peut-être entendu parler dans le métabolisme des médicaments, ou certains cytochromes dans la chaîne respiratoire, ou des enzymes antioxydantes type catalase. Alors, la production journalière, elle est estimée à peu près à 300 mg, c'est-à-dire 0,5 millimoles. Alors le catabolisme de l'hème, il débute en fait dans les cellules du système réticulo-endothélial, c'est-à-dire en fait les cellules qui vont en gros, on va dire, phagocyter les globules rouges sénescents, à savoir les macrophages de la rate, du foie et de la moelle, et ce catabolisme se termine dans le foie. La bilirubine, une fois qu'elle a été métabolisée dans le foie, est éliminée dans la bile. On va avoir évidemment le détail de ces différentes étapes par la suite. Sachez que la bilirubine a un rôle antioxydant qui est connu depuis finalement assez peu, on va dire une dizaine d'années, un certain nombre de recherches qui tournent autour du rôle physiologique de la bilirubine, parce qu'on va voir que quand elle s'accumule de manière pathologique, elle devient toxique, mais dans des valeurs physiologiques, elle a un rôle antioxydant, et notamment chez le nouveau-né, puisque à la naissance, en fait, le nouveau-né évidemment est confronté à un nouvel environnement, et notamment il est confronté à un environnement riche en oxygène. Et vous savez que l'oxygène peut être à l'origine de la production d'espèces réactives toxiques pour les cellules, pour les tissus. Donc il y a un rôle important de la bilirubine dans des valeurs physiologiques pour le nouveau-né. Et qu'est-ce qu'on appelle un ictère, puisque c'est ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, un ictère, ça correspond à une élévation de la concentration de la bilirubine plasmatique. Et la valeur seuil qu'on détermine pour définir un seuil pathologique, c'est la valeur de 70 micromolaires. Ce qui donne une coloration jaune des téguments, notamment de la peau, et c'est ce qu'on appelle dans le langage populaire les jaunisses. Donc voilà, un ictère, c'est donc une augmentation anormale du taux de bilirubine. Donc je reviens sur les étapes du métabolisme normal de la bilirubine. Je vous ai dit, principale source de la bilirubine, c'est l'hème des globules rouges. L'hème va être dégradé par une enzyme qui est l'hème oxygénase. On va voir ce qu'elle catalyse comme réaction. Et finalement, au cours de cette réaction, on va avoir libération du fer qui est contenu dans l'hème. Il va y avoir production de monoxyde de carbone et production de biliverdine, qui donnera secondairement la bilirubine. Donc vous voyez, 80% provient des globules rouges et 20% les enzymes, d'autres hémoprotéines, notamment les enzymes hépatiques. Voilà à quoi ça ressemble, donc l'hème. Il faut retenir cette structure tétrapyrolique, donc surtout une structure cyclique, avec la base, c'est un noyau pyrrole, donc il y en a 4 qui sont réunis, et vous voyez qu'on a un atome de fer qui coordonne en fait ce noyau tétrapyrrole, et c'est cet atome de fer qui permet la fixation de l'oxygène sur l'hème et son transport par les globules rouges. Alors il y a 2 problèmes majeurs dans l'élimination de l'hème. C'est que le noyau porphyrine, c'est-à-dire c'est le noyau tétrapyrrole sans l'atome de fer, il est très hydrophobe, et donc il doit être solubilisé pour pouvoir être éliminé, excrété.
Et le deuxième problème, c'est le fer. Donc en fait, ce fer, il doit être conservé par l'organisme parce qu'en fait, l'organisme n'est pas capable d'éliminer le fer. Donc il y a une homéostasie du fer qui est finement régulée et donc il y a un pool de réserve qui est maintenu pour permettre à l'organisme de s'adapter en fonction de son environnement. Et donc ce fer peut servir donc évidemment à la nouvelle synthèse d'hème. Donc le fer, il doit être conservé dans l'organisme. Alors ensuite, retenez qu'il y a deux enzymes principales qui sont éliminées dans la dégradation, qui sont principalement impliquées dans la dégradation de l'hème. Il y a tout d'abord l'hème oxygénase, qui est une enzyme du réticulum endoplasmique, et donc qui catalyse, finalement, qui est responsable de l'ouverture du cycle tétrapyrrole. C'est la seule réaction de l'organisme qui entraîne une libération de CO, ce qui fait que ce CO, en fait, il est éliminé par les poumons. Et finalement, si on mesurait la production de CO au niveau pulmonaire, on aurait un reflet de la dégradation de l'hème. Et puis, secondairement, c'est la biliverdine réductase qui intervient. Cette enzyme est cytosolique et on va voir ce qu'elle permet donc c'est elle qui permet d'aboutir à la bilirubine. Alors je vous ai mis ici, évidemment les formules ne sont pas du tout à retenir, mais c'est simplement pour vous replacer les deux enzymes. Donc l'hème oxygénase, première étape, biliverdine réductase, deuxième étape. Et je vous ai mis à droite des couleurs. C'est aussi un peu pour que vous ayez un moyen mémotechnique de vous rappeler de la réaction, parce qu'en fait, la bilirubine, je vous ai dit, elle est éliminée dans la bile, mais en fait, bon, c'est sous forme conjuguée, et c'est ce qui va donner la couleur de la bile, cette couleur jaune-brun. Mais vous voyez qu'en fait, une fois que la l'hème est transformée en biliverdine, en fait, la biliverdine, comme son nom l'indique, elle a une coloration verte, bleu-vert, et ensuite, secondairement, la bilirubine donne une couleur jaune-orange. Et en fait, quand vous avez tous eu des ecchymoses sur la peau, hein, de ce qu'on appelle des bleus, quand on se donne un coup, et en fait, c'est ça que vous voyez. Vous voyez la coloration, au départ, c'est bleu. Et ensuite, vous voyez que la coloration de l'ecchymose se transforme petit à petit. Et en fait, c'est simplement que vous avez sous les yeux en fait, une réaction biochimique de dégradation de l'hème. Donc comme ça, vous saurez pourquoi vous passez du bleu au vert, au jaune et orange. Donc ici, les grandes étapes du métabolisme. Alors, une fois que la bilirubine a été produite par les cellules du système réticulo-endothélial, elle arrive au foie. Donc, il va y avoir une étape de captation par l'hépatocyte. Alors, la bilirubine circule généralement d'ailleurs dans le plasma liée à l'albumine. Et on suppose, mais ce transporteur n'a pas encore été identifié, que la captation hépatique de la bilirubine se fait via un transporteur plus ou moins spécifique. Donc une fois que la bilirubine est captée par l'hépatocyte, elle va subir une réaction de conjugaison, on va y revenir, donc puisque la bilirubine en tant que telle n'est pas hydrophile, donc elle a besoin d'être conjuguée pour pouvoir être éliminée et excrétée dans la bile sous forme d'un métabolite soluble dans la bile. Et une fois qu'elle est conjuguée, eh bien, en fait, il y a une étape d'excrétion biliaire. Donc le passage dans la bile se fait via un transporteur spécifique. Ce transporteur, lui, est connu. Donc il s'appelait MRP2 et puis il y a une nouvelle classification qui a été définie. Donc maintenant il s'appelle ABCC2, mais peu importe. Et une fois dans la bile, la bilirubine conjuguée va se retrouver dans l'intestin et va être transformée en urobilinogène. Cet urobilinogène, on va le voir, subit un cycle entérohépatique d'une part, ou bien peut être éliminé par le rein et les urines secondairement. Donc vous voyez 3 étapes. Une fois que la bilirubine est produite, la captation par l'hépatocyte, le métabolisme sous forme d'une réaction de conjugaison, et ensuite, 3e étape, l'excrétion biliaire. Alors ici, en fait, est reproduit finalement l'ensemble des étapes du métabolisme normal de la bilirubine. Donc je ne reprends pas les premières étapes qu'on vient de voir. Donc simplement, je reviens ici. Une fois que la bilirubine conjuguée a été excrétée
via la bile dans l'intestin. Les bactéries intestinales transforment la bilirubine conjuguée en urobilinogène. Cet urobilinogène peut être réabsorbé et revenir au foie via la circulation par la veine porte, donc, et repasser ensuite dans la bile, ou bien il y a une partie de cet urobilinogène, 5 à 10%, qui va repartir, qui va être en fait capté par le rein, filtré par le rein et se retrouver dans les urines. C'est l'urobilinogène qui sera oxydé au niveau des urines, va donner la coloration jaune des urines. Et l'urobilinogène qui est resté dans l'intestin, lui, il va être à nouveau transformé par des bactéries intestinales en stercobilinogène, qui sera ensuite oxydé en stercobiline. Et c'est la stercobiline qui donne la coloration brune des selles. Voilà, donc ce qui veut dire que la coloration des urines et des selles peut être aussi, on va le voir après, un bon indicateur de la perturbation du métabolisme de la bilirubine. Quelquefois, on n'a pas besoin d'examen biologique très sophistiqué pour orienter un diagnostic. Alors, je reviens sur cette réaction de conjugaison qui est très importante. Cette réaction de conjugaison hépatique, elle dépend d'une enzyme qui s'appelle l'enzyme UDP-glucuronosyle transférase, qui est l'UGT1A1, puisqu'en fait, ces glucuronyle transférases, c'est une super famille d'enzymes, et parmi, il doit y avoir une cinquantaine d'enzymes, parmi ces enzymes, il y en a une qui est très spécifique de la bilirubine, c'est l'UGT1A1. Cette enzyme qui est présente dans le réticulum endoplasmique lisse, elle ajoute en fait un ou deux groupements d'acides glucuroniques à la bilirubine, qui donc ça permet en fait de produire des métabolites qu'on appelle acides glucuronides, et qui sont cette fois-ci beaucoup plus solubles dans l'eau et qui vont permettre son élimination dans la bile. Donc ça, c'est important de comprendre pourquoi elle est conjuguée. Si je vous parle aussi de l'enzyme, c'est qu'on va voir qu'il y a un certain nombre d'anomalies qui peuvent perturber le fonctionnement de l'UGT1A, notamment d'origine génétique, et qui vont donner lieu à des pathologies plus ou moins sévères. Voilà pour le métabolisme. Alors on passe au dosage. Qu'est-ce qu'on dose quand on fait une exploration hépatobiliaire, quand on soupçonne un problème? Donc on essaye d'orienter le diagnostic et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe en termes de métabolisme de la bilirubine. En fait, on va finalement essayer d'évaluer la quantité de bilirubine libre, la quantité de bilirubine conjuguée, qui est non liée ou liée à l'albumine. Donc vous voyez les différentes formes qu'on peut doser dans le sang. La bilirubine delta étant donc une forme relativement minoritaire, qui est une forme de la bilirubine conjuguée, qui est liée de façon covalente à l'albumine. Alors il y en a beaucoup chez le nouveau-né, il y en a beaucoup moins chez l'adulte. Et donc c'est une réaction, une diazoréaction qui permet d'avoir en fait une réaction colorée qui permet la production d'un composé qui est l'azobilirubine et qui est bleu. Donc c'est une réaction finalement colorimétrique. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va doser la bilirubine totale, on va doser la bilirubine directe, donc qui correspond finalement à la conjuguée libre ou liée à l'albumine, et par différence, on va obtenir la bilirubine non conjuguée. Parce qu'en fait, on ne peut pas doser directement la bilirubine non conjuguée qui est insoluble dans l'eau. Donc en fait, c'est une mesure différentielle. Donc on dose la totale, la conjuguée, et par différence, on obtient la libre. Alors on peut doser donc dans le plasma, on peut doser dans les urines, et puis on peut être amené à doser dans le liquide amniotique, on le verra tout à l'heure. Voilà. Les valeurs maintenant physiologiques, vous voyez que ce ne sont pas des valeurs très élevées. La bilirubine totale, donc, comme je vous l'ai dit sur la première diapositive, elle n'excède pas 17 micromolaires. Au-delà de ce seuil, on considère qu'on est dans une situation d'ictère. Et donc on a très peu de bilirubine conjuguée à l'état normal.
On a identifié très récemment en fait, un mécanisme de reflux de la bilirubine conjuguée à partir des hépatocytes, c'est-à-dire qu'une fois que la bilirubine est rentrée dans l'hépatocyte, elle est conjuguée, et on pensait en fait que la totalité était passée dans la bile. En fait, il y en a une petite partie qui reflue et qui est réabsorbée par l'hépatocyte. Donc il y a une espèce d'aller-retour de la bilirubine conjuguée, ce qui explique ces valeurs faibles, mais la présence de bilirubine conjuguée. Mais bon, voilà, c'était pour vous expliquer que normalement, on doit